Mon oncle Lazare m'a souri par-dessus sa coupe de champagne en cristal. Autour de nous, le jardin du château Loué bourdonnait de conversations polies, mais ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse que je n'avais pas vue depuis des années. D'une voix de baryton qui a coupé net le brouhaha ambiant, il a lancé « Alors Léocadie, comment se passe la vie dans ce manoir historique à 2,5 millions d'euros que tu as payé cash ?» Ma sœur, Mélusine, s'est figée au milieu d'une phrase où elle se vantait de son bronzage. Mes parents, Baudouin et Hermine, ont échangé des regards de pure terreur panique. Ma mère, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, a bégayé, la voix tremblante. « Quel manoir ? De quoi parles-tu, Lazare ?» J'ai porté mon verre de vin à mes lèvres, savourant le liquide pourpre et le silence soudain qui s'était abattu sur l'assemblée. J'ai pris une longue inspiration avant de répondre, sentant le poids de 34 années de négligence s'apprêter à quitter mes épaules. C'était le moment. Le moment où tout allait basculer. Mais pour que vous compreniez la délicieuse cruauté de cet instant, il faut que je rembobine un peu le film. Il faut que vous voyiez ce que j'ai vu en arrivant ici, 4 heures plus tôt. Tout a commencé par une invitation que je redoutais. Le 70e anniversaire de ma grand-mère paternelle. Le lieu choisi par mes parents était un château dans la vallée de la Loire, loué à prix d'or pour le week-end. C'était typique d'eux, choisir un endroit qui hurlait richesse et prestige, même si je savais pertinemment qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis une décennie. Je suis arrivée vers midi. J'avais garé ma voiture, une Volvo XC90 robuste et sécurisante, loin de l'entrée principale, cachée derrière une haie de tuyas. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas subir les commentaires habituels de ma mère sur le fait que ma voiture manquait de féminité ou de classe. Pour eux, la réussite se mesurait à la marque du véhicule, pas à la solidité du moteur. J'ai marché sur le gravier crissant de l'allée, mes talons claquant avec un rythme régulier, comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. L'air était lourd, saturé de parfums floraux et de cette humidité typique des après-midi d'été orageux. Devant le perron, mes parents s'agitaient comme des metteurs en scène sur un plateau de tournage. Baudouin, mon père, engoncé dans un costume en lin beige qui tirait un peu trop sur les boutons de sa chemise, hurlait des instructions à un traiteur visiblement épuisé. Non, non. Les pivoines doivent être tournées vers le soleil. Je ne paie pas une fortune pour que mes invités regardent des fleurs fanées, criait-il. À côté de lui, ma mère, Hermine, était une vision de perfection glaciale. Sa robe en soie bleu nuit était impeccable, ses cheveux relevés en un chignon strict. Elle vérifiait son reflet dans la vitre d'une porte-fenêtre, ajustant un collier de perles que je soupçonnais être faux, ou du moins, pas aussi ancien qu'elle le prétendait. Je me suis approchée, sentant ce nœud familier se former dans mon estomac. Ce mélange d'anxiété et de résignation que ressentent tous les enfants invisibles lorsqu'ils retournent dans le giron familial. « Bonjour, maman. »« Bonjour, papa », dis-je en essayant de mettre de la chaleur dans ma voix. Hermine a tourné la tête, son regard me scannant de haut en bas comme un laser de douane à l'aéroport. Elle s'est arrêtée sur mon tailleur-pantalon en tracite. « Oh, Léocadie. Tu es là », a-t-elle dit, le ton aussi plat que si elle constatait qu'il allait pleuvoir. Tu aurais pu faire un effort vestimentaire. C'est une fête, pas une réunion de conseil d'administration. Tu ressembles à une notaire de province. C'est un tailleur de créateur, maman. Et je viens directement du travail, répondis-je calmement. Toujours le travail, grommela mon père sans même me regarder, trop occupé à repositionner une chaise de 2 mm vers la gauche. Si tu consacrais autant d'énergie à ta famille qu'à tes dossiers poussiéreux, peut-être que tu serais plus épanoui. J'ai serré les dents. J'ai failli répondre. J'ai failli dire que mes dossiers poussiéreux de directrice de la conformité dans une multinationale payaient probablement cette fête, indirectement, via les prêts qu'ils ne me remboursaient jamais. Mais je me suis tue. J'avais un secret bien plus grand à protéger. Alors que je me dirigeais vers le buffet pour me servir un verre d'eau, j'ai entendu la sonnerie du téléphone de mon père, posé sur une table en fer forgé. L'écran s'est allumé, affichant une notification bancaire brutale. Banque Populaire, votre paiement de 450 € a été refusé. Solde insuffisant. Veuillez approvisionner votre compte avant 18 h. J'ai levé les yeux vers mon père. Il riait fort avec un cousin éloigné, un verre de champagne à la main, jouant au châtelain Prosper. Le contraste entre la notification rouge vif sur l'écran et son rire gras m'a donné la nausée. Ils étaient au bord du gouffre, mais ils continuaient de danser. Avant que nous ne plongions plus profondément dans ce désastre familial, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire.
Est-ce que vous êtes à Paris, à Lyon, à Québec, ou peut-être à Dakar? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore imaginer où résonne ma voix en ce moment même. C'est alors qu'elle a fait son entrée. Mélusine. Ma sœur cadette, l'enfant doré, la lumière des yeux de mes parents, et le trou noir financier de notre famille. Elle est arrivée non pas par l'allée principale, mais par la porte-fenêtre du salon, comme une star montant sur scène. Elle portait une robe vaporeuse couleur pêche, fendue jusqu'en haut de la cuisse, et un chapeau à large bord qui devait coûter plus cher que mon loyer étudiant de l'époque. « Coucou tout le monde », a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus d'une manière qu'elle pensait charmante mais qui me rappelait le bruit d'une craie sur un tableau noir. Immédiatement, l'attitude de mes parents a changé du tout au tout. Le visage de ma mère s'est illuminé d'une joie sincère, une émotion que je n'avais jamais suscitée chez elle, même le jour où j'ai obtenu mon master avec les félicitations du jury. « Oh, ma chérie! Regardez comme elle est magnifique !» s'est exclamée Hermine en se précipitant vers elle. « Tourne-toi, fais voir. C'est la robe que nous avons choisie ensemble rue Saint-Honoré? » « Oui maman. Elle est parfaite, non ?» Mélusine a fait une petite pirouette, manquant de renverser un serveur au passage. Elle ne s'est même pas excusée. Par contre, je suis épuisée. Le trajet en taxi depuis la gare était horrible, le chauffeur n'avait même pas la climatisation réglée correctement. J'ai cru que j'allais fondre. Ma pauvre chérie, viens t'asseoir, a dit mon père en lui tirant une chaise, ignorant totalement que je portais moi-même 2 caisses de vin que j'avais apportées en cadeau. Il te faut un cocktail pour te remettre. Je suis restée là, les bras chargés, invisible. C'était la dynamique de notre vie résumée en 30 secondes. Mélusine, 31 ans, sans emploi fixe depuis 3 ans, se définissant comme consultante en art de vivre sur Instagram, ce qui signifiait poster des photos de brunch payées par papa et maman, était traitée comme une princesse en exil. Moi, Léocadie, 34 ans, cadre supérieur gérant des risques financiers à l'échelle européenne, j'étais le personnel de service. Je me suis souvenu, avec une clarté douloureuse, de l'année de mes 30 ans. J'avais glissé dans les escaliers de mon immeuble et m'étais fracturé le tibia. J'avais appelé ma mère, en pleurs, depuis les urgences. « Oh, Léocadie, c'est vraiment mal tombé », avait-elle soupiré au téléphone. « Nous partons demain pour la Grèce avec Mélusine. Elle traverse une passe difficile avec son petit ami, elle a besoin de soleil. Tu es grande, tu vas te débrouiller, non? Prends un Uber pour rentrer. » J'avais passé 6 semaines seule dans mon appartement au 4e étage sans ascenseur, me traînant avec des béquilles pour me faire cuire des pâtes, pendant qu'il postait des photos d'eux 3, tout sourire, devant le Parthénon. La légende de la photo disait « Moment précieux en famille. Rien n'est plus important que d'être ensemble. » J'avais liké la photo, pathétique que j'étais, espérant qu'il remarquerait mon existence. Il ne l'avait pas fait. Léocadie. La voix stridente de Mélusine m'a tiré de mes souvenirs amers. Oui. Elle me tendait son iPhone dernier cri avec une coque à paillettes. Tu peux me prendre en photo devant les rosiers? La lumière est parfaite là. Mais fais attention à l'angle, je ne veux pas qu'on voie mon mauvais profil. Et prends plusieurs, en mode rafale. J'ai posé les caisses de vin. J'ai pris le téléphone. J'ai obéi. Comme toujours. Plus bas, Léocadie. Baisse-toi. Tu me coupes les jambes, criait-elle tout en prenant des poses étudiées, la main dans les cheveux, la bouche en cœur. Ma mère s'est approchée, un verre de champagne à la main, et a regardé par-dessus mon épaule. Essaie de faire un effort, Léocadie. Ta sœur a besoin de contenu de qualité pour ses partenariats. C'est son travail, tu dois respecter ça. Son travail. J'ai failli rire. Mélusine avait 2000 abonnés, dont la moitié étaient des robots achetés. Dis donc, fit Mélusine entre 2 pauses, maman m'a dit que tu n'avais pas encore envoyé ton cadeau pour mon anniversaire le mois dernier. C'est un peu radin, non? Pour quelqu'un qui gagne un salaire de cadre triste à Paris. J'ai été très occupée, Mélusine. Et je t'ai envoyé une carte cadeau, dis-je calmement, encadrant son visage poudré à l'excès. Une carte cadeau de 100 € chez Sephora? Sérieusement? Elle a levé les yeux au ciel. Ça couvre à peine une crème de nuit. Maman et papa, eux, m'ont offert le voyage à Saint-Barth. Elle a lâché ça comme une bombe. Saint-Barthélemy.
L'île des milliardaires. Saint-Barth, répétai-je, baissant le téléphone. C'est un sacré budget. C'est nécessaire, intervint mon père, surgissant derrière nous. Mais l'usine a besoin de se retrouver. Elle a beaucoup souffert cette année. Et puis, on ne vit qu'une fois. C'est notre cadeau pour ses 31 ans, un peu en retard. Je repensais à la notification de rejet bancaire de 450 €. Ils n'avaient pas de quoi payer le traiteur, mais ils envoyaient Mélusine à Saint-Barth pour 15 ou 20 000 €. La folie était totale. C'était une fuite en avant, une course vers l'abîme financée par des crédits à la consommation et des mensonges. Et moi, j'étais là, avec mon secret pesant lourd dans ma poche. La clé en fer forgé de mon manoir. Si seulement il savait. Le dîner a été servi dans la grande salle de bal du château. Des lustres en cristal pendaient du plafond, jetant une lumière dorée sur l'argenterie louée. Tout était fait pour impressionner, les nappes en damassé blanc, les arrangements floraux excessifs, et le menu imprimé sur du papier vélin avec une calligraphie dorée. On m'avait placé au bout de la table, près de la porte de la cuisine. C'était une place stratégique, selon ma mère, pour aider les serveurs si besoin. Mélusine, bien sûr, trônait au centre, face à mes parents, entourée de mes oncles et tantes. Le repas a commencé par un foie gras poêlé. D'emblée, les conversations ont tourné autour de Mélusine. C'était inévitable. Elle avait ce don d'aspirer tout l'oxygène d'une pièce. Alors Mélusine, raconte-nous tes projets, a demandé ma tante Bertille, une femme douce mais un peu naïve qui croyait tout ce que ma mère lui racontait. Mélusine a posé sa fourchette avec théâtralité. Eh bien, tante Bertille, je suis en train de développer ma propre marque de maillots de bain éthique. Je vais profiter de mon voyage à Saint-Barth pour faire du repérage et shooter la campagne de lancement. C'est très excitant. C'est merveilleux, s'est exclamée ma mère. Elle a un tel sens des affaires, n'est-ce pas Baudouin? Absolument, a renchéri mon père, la bouche pleine. Une vraie entrepreneuse. Je savais pertinemment que développer sa marque signifiait qu'elle avait dessiné 3 croquis sur une serviette en papier et qu'elle attendait que papa finance la production. Et toi, Léocadie, a soudainement demandé tante Bertille, se tournant vers moi avec pitié. Toujours dans les chiffres? Avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a répondu pour moi, d'un ton dismissif, en agitant la main comme pour chasser une mouche. Oh, ne l'ennuie pas avec ça, Bertille. Léocadie fait de la conformité bancaire. C'est d'un ennui mortel. Elle passe ses journées à vérifier que des formulaires sont bien remplis dans des sous-sols sans fenêtres. Personne ne comprend ce qu'elle fait, même pas elle, je parie. Un rire léger a parcouru la table. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Non pas de honte, mais de colère. En fait, maman, ai-je dit, ma voix un peu plus forte que d'habitude, je viens d'être promue directrice régionale. Je gère une équipe de 40 personnes et je supervise la lutte contre le blanchiment d'argent pour toute l'Europe de l'Ouest. C'est assez stimulant. Il y a eu un silence de 2 secondes. Ah, a dit mon père, sans intérêt. C'est bien. Dis, tu as vu les boucles d'oreilles de ta sœur? Ce sont des vrais saphirs. Un petit plaisir qu'on s'est fait pour elle. Ça fait ressortir ses yeux, tu ne trouves pas? C'était une gifle. Une gifle verbale, nette et précise. Mon accomplissement professionnel, le résultat de nuits blanches et d'années d'études acharnées, balayé en une phrase pour parler des bijoux de ma sœur. Je me suis tue. J'ai regardé mon assiette. J'ai coupé un morceau de pain avec une violence contenue. C'était leur technique favorite, les micro-agressions. Ces petites piques constantes qui, prises isolément, semblent inoffensives, mais qui, accumulées sur 30 ans, vous écorchent l'âme jusqu'au sang. Ils ne me frappaient pas, ils m'effaçaient. C'est à ce moment précis que la porte s'est ouverte. Mon oncle Lazare est entré. Lazare était le frère cadet de mon père, mais il ne pouvait pas être plus différent. Là où mon père était vaniteux et anxieux, Lazare était calme et solide comme un roc. Il avait fait fortune dans l'immobilier dans le sud de la France, mais il n'en parlait jamais. Il portait un costume bleu nuit parfaitement coupé et des mocassins en cuir souple qui murmuraient qualité sans crier « Regardez-moi ». Il a salué l'assemblée d'un signe de tête, a embrassé ma grand-mère, puis son regard a balayé la table. Il a vu Mélusine au centre, rayonnante et bruyante. Il a vu mes parents, obséquieux.
Et il m'a vu, moi, relégué au bout de la table, près des cuisines, dans mon tailleur sombre. Il n'a rien dit. Il a simplement marché jusqu'à moi, a tiré la chaise vide à ma droite et s'est assis. Bonsoir, Léocadie, a-t-il dit doucement, ignorant les protestations de ma mère qui voulait l'installer à la place d'honneur. Tu as l'air en forme. Il y a quelque chose de différent chez toi. Bonsoir, oncle Lazare, ai-je murmuré. Je ne crois pas. Je suis juste fatigué. Il m'a regardé intensément, ses yeux plissés scrutant mon visage. Non. Ce n'est pas de la fatigue. C'est de la détermination. Je connais ce regard. C'est le regard de quelqu'un qui a un plan. Mon cœur a raté un battement. Il savait. Ou du moins, il se doutait. Arrêtons-nous une seconde. Si vous étiez à ma place, assise au bout de cette table, humiliée devant toute votre famille alors que vous avez réussi brillamment votre vie, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé de colère? Auriez-vous quitté la table en pleurant? Ou auriez-vous attendu, comme moi, le moment parfait pour frapper? Dites-moi votre stratégie dans les commentaires. Le repas avançait. Le vin coulait à flot, un Bordeaux assez médiocre que mon père faisait passer pour un grand cru en cachant l'étiquette avec une serviette. Mélusine était maintenant lancée dans une tirade sur les exigences qu'elle avait pour son hôtel à Saint-Barth. Il faut absolument qu'il y ait une piscine à débordement privé, expliquait-elle en gesticulant avec sa coupe de champagne. Sinon, comment je peux faire mes photos au lever du soleil sans qu'il y ait des touristes allemands en arrière-plan? C'est une question de standing. Maman, tu as bien vérifié qu'il y avait un majordome dédié, n'est-ce pas? Bien sûr, ma puce, répondit Hermine avec un sourire mielleux. Papa a pris la suite lagon. C'est le top du top. Je sentais la bile monter dans ma gorge. Je savais que mon père venait de se voir refuser un paiement de 450 €. Comment comptait-il payer cette suite? En hypothéquant la maison de grand-mère? En vendant un rein? Soudain, oncle Lazare a posé son verre sur la table avec un claquement sec. Le son a résonné, coupant net le monologue de Mélusine. Il s'est raclé la gorge. C'est fascinant, Mélusine. Vraiment. Mais en parlant d'immobilier et de standing. Il s'est tourné lentement vers moi. Toute la table a suivi son regard. Je me suis senti comme un insecte sous un microscope, mais étrangement, je n'avais pas peur. J'étais prête. J'ai passé pas mal de temps en Normandie ces derniers mois pour un projet de golf, a continué Lazare, sa voix posée, articulant chaque syllabe. Et j'ai eu accès au registre foncier du département de l'Orne. J'ai vu passer une transaction très intéressante au printemps dernier. Mon père a froncé les sourcils. De quoi tu parles, Lazare? On s'en fiche de tes terrains de golf. Lazare l'a ignoré. Il me souriait. Le manoir de Valois. Une propriété classée monument historique. 17e siècle, n'est-ce pas? Toiture en ardoise d'Angers, parquet Versailles d'origine, 3 hectares de parc arboré, une roseraie ancienne. Une merveille architecturale. Mélusine a pouffé de rire. Et alors? C'est quoi le rapport avec nous? Lazare a planté ses yeux dans les miens. Le rapport, c'est le nom de l'acquéreur. Mademoiselle Léocadie de la Croix. Et le prix de vente? 2,5 millions d'euros. Payé comptant. Sans crédit bancaire. Le silence qui a suivi n'était pas simplement une absence de bruit. C'était un vide physique, comme si tout l'air avait été aspiré hors de la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler à 3 kilomètres de là. Mélusine, qui portait sa coupe à ses lèvres, s'est figée. Sa main tremblait légèrement, faisant onduler le champagne. Son sourire s'est effacé lentement, remplacé par une expression de confusion totale, comme un ordinateur qui buguait. Ma mère a lâché sa fourchette. Elle est tombée sur son assiette en porcelaine avec un bruit de carillon brisé. Cling. Quoi? A-t-elle soufflé. Le mot est sorti comme un petit sifflement. Mon père a cligné des yeux, une fois, 2 fois. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Lazare a repris sa coupe, satisfait de son effet. Alors, Léocadie? Tu ne nous as pas dit que tu étais devenue châtelaine. Comment se passe la rénovation?
J'ai entendu dire que tu avais engagé les meilleurs artisans compagnons du devoir de la région. J'ai pris une gorgée de mon vin. Il avait soudain un goût exquis. J'ai posé le verre, essuyé le coin de ma bouche avec ma serviette et j'ai levé les yeux vers mes parents. Ça avance très bien, oncle Lazare, merci de demander. La charpente est terminée et nous sommes en train de restaurer les boiseries de la bibliothèque. C'est beaucoup de travail, mais voir ce patrimoine revivre, c'est indescriptible. Tu as acheté un château? La voix de ma mère est montée d'une octave. Elle était stridente, au bord de l'hystérie. C'est une blague? C'est une de tes blagues pas drôles pour te rendre intéressante? Ce n'est pas un château, maman, c'est un manoir, corrigeai-je doucement. Et non, ce n'est pas une blague. J'ai signé l'acte définitif le 22 avril dernier chez Maître Dupont. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc cireux. Il regardait sa fille ratée, celle qui faisait des papiers ennuyeux, et il essayait de comprendre comment elle pouvait posséder quelque chose qui valait 5 fois plus que tout ce qu'il avait jamais possédé. Le choc était total. L'apocalypse familiale venait de commencer. La réaction initiale de mes parents n'a pas été la fierté. Ni la félicitation. C'était la négation pure et simple, suivie d'une suspicion insultante. C'est le mécanisme de défense classique des narcissiques. Si cela ne cadre pas avec leur récit, cela ne peut pas être vrai. Ou alors, c'est sale. Mon père a été le premier à retrouver la parole. Il a ri, un rire nerveux, saccadé, qui sonnait faux. Mais c'est ridicule, a-t-il aboyé en tapant du poing sur la table. 2,5 millions. Tu te fiches de nous? Tu vis dans un studio miteux dans le 11e arrondissement. Je le sais, j'y suis allé j'y suis allé un jour. Tu n'es jamais venu dans mon appartement du 11e, papa, dis-je froidement. Et j'ai rendu les clés de cet appartement il y a 8 mois. Je vis en Normandie maintenant. Je ne fais les allers-retours à Paris que 2 jours par semaine pour les réunions de direction. Je dors à l'hôtel Crillon quand je suis en ville, aux frais de la société. L'hôtel Crillon. Mélusine a écarquillé les yeux. Mais c'est un palace. Menteuse, a crié ma mère. Elle s'est levée, faisant vaciller sa chaise. Tu es une menteuse pathologique, Léocadie. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, jalouse de sa beauté, de son succès. Alors tu inventes cette histoire délirante pour gâcher sa fête. Tu veux attirer l'attention sur toi, comme toujours. L'ironie de cette phrase m'a presque fait sourire. Moi, chercher l'attention? Alors que j'avais passé ma vie à essayer de me faire toute petite pour ne pas les déranger? Et l'argent? A continué ma mère, ses yeux lançant des éclairs. Même si c'était vrai, où aurais-tu trouvé une telle somme? Tu es salarié. Une simple employée de banque. Tu ne vas pas me faire croire qu'on paie des millions pour remplir des formulaires. Elle s'est tournée vers l'Assemblée, cherchant des alliés. Elle a dû faire quelque chose d'illégal. C'est sûr. Baudouin, tu te souviens de ce cousin qui a fini en prison pour détournement de fonds? Léocadie, est-ce que tu blanchis de l'argent? Est-ce que tu es mêlé à la drogue? Dis la vérité. On ne veut pas de scandale dans cette famille. Les murmures ont commencé à parcourir la table. Des oncles et tantes me regardaient avec suspicion. C'était incroyable. Au lieu de penser que j'avais réussi, leur première conclusion était que j'étais une criminelle. Ou alors, a interjecté Mélusine avec un petit sourire vicieux, peut-être qu'elle a trouvé un sugar daddy? Un vieux riche sénile qu'elle a manipulé? Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas avec son physique qu'elle a séduit un prince charmant. Cela a été la goutte d'eau. Pas pour moi, j'étais immunisée contre le venin de Mélusine, mais pour oncle Lazare. Il s'est levé lentement. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Sa présence imposante a suffi à faire taire tout le monde. Ça suffit, a-t-il dit. Sa voix était basse, mais elle vibrait de colère contenue. Hermine, Baudouin, vous êtes pathétique. Vous avez une fille brillante, intègre, travailleuse, et vous la traitez comme une délinquante parce que vous êtes incapable d'admettre que vous l'avez sous-estimée. Il a sorti son iPad de sa sacoche en cuir posé au pied de sa chaise. Vous voulez la vérité? Vous voulez voir ce que Léocadie a construit pendant que vous étiez occupé à acheter des followers pour le compte Instagram de Mélusine? Regardez,
Il a déverrouillé l'écran, ouvert la galerie photo, et a posé la tablette au centre de la table, la faisant glisser vers mes parents. Sur l'écran haute résolution de l'iPad, la vérité s'étalait en 4K. C'était une vue aérienne prise par un drone. Le manoir de Valois se dressait au milieu d'un écrin de verdure, majestueux et serein. La pierre de taille blanche brillait sous le soleil de Normandie. Les toits en ardoise, récemment refaits à neuf, avaient cet éclat sombre et noble des demeures historiques. On voyait parfaitement la cour d'honneur pavée, la fontaine centrale en train de jeter de l'eau cristalline, et les deux ailes symétriques qui encadraient le corps de logis principal. Lazare a fait défiler les photos d'un doigt expert. « Voici l'intérieur », a-t-il commenté. Une photo du grand salon. 5 mètres de hauteur sous plafond. Une cheminée monumentale en pierre sculptée où brûlait un feu de bois. Des canapés en lin blanc, des tapis persans anciens, et une bibliothèque murale remplie de livres reliquaires. C'était le comble du chic, luxueux mais intemporel, sans aucune trace de mauvais goût ou de bling-bling. C'était tout le contraire du style de Mélusine. Et voici la roseraie, continua Lazare. Une explosion de couleurs. Des centaines de rosiers anciens que j'avais passé mes week-ends à tailler et soigner. Au fond, une orangerie en verre et fer forgé que j'avais transformée en bureau d'été. Et garée devant, discrète mais indéniable, une Porsche 911 Targa Vintage, restaurée, couleur vert anglais. Mes parents regardaient l'écran comme s'ils voyaient un fantôme. Leur visage était décomposé. Ils ne pouvaient plus nier. La preuve était là, tangible, irréfutable. Ce n'était pas un mensonge. C'était un empire. Mélusine s'est penchée, a zoomé frénétiquement sur l'écran. Mais, c'est immense, a-t-elle chuchoté, sa voix étranglée par la jalousie pure. Il y a combien de chambres ? 8 chambres principales, 4 salles de bain, 2 salons, une bibliothèque, une salle de musique et une maison de gardien, répondit Lazare à ma place. C'est plus beau que le château qu'on a loué pour aujourd'hui, a laissé échapper tante Bertille, les yeux écarquillés. Léocadie, c'est incroyable. Tu as un goût exquis. Ma mère a relevé la tête lentement. Ses yeux étaient humides. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir du regret. J'ai cru qu'elle allait dire « Je suis fière de toi ». Mais non. C'était Hermine. Elle m'a regardé avec une expression de trahison absolue, comme si je l'avais poignardée dans le dos. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante de rage contenue. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ? Pourquoi tu nous as caché ça ? Tu as laissé ta famille dans l'ignorance pendant que tu vivais comme une reine. C'est d'une cruauté. Comment as-tu pu nous faire ça ? Oui, a renchéri mon père, s'accrochant à cette bouée de sauvetage moral. C'est un manque de respect total. Nous sommes tes parents. Nous avons le droit de savoir. Tu as agi en sournoise, en hypocrite. J'ai posé mes couverts. Le cliquetis a semblé résonner comme un coup de gong. Je ne vous ai rien caché, dis-je calmement. Je vous l'ai dit. Menteuse, a craché Mélusine. On ne l'aurait jamais oublié. Vraiment ? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application WhatsApp. J'ai cherché le groupe nommé Famille Heureuse, un nom ironique choisi par ma mère. J'ai scrollé jusqu'au mois d'avril. Oncle Lazare, peux-tu connecter mon téléphone à la télévision du salon ? Je pense que tout le monde a besoin de voir ça. Lazare a souri. Il a pris mon téléphone, a activé le partage d'écran avec le grand téléviseur intelligent accroché au mur derrière nous, qui servait habituellement à diffuser des diaporamas de photos de Mélusine. L'écran noir s'est allumé. La conversation WhatsApp est apparue en géant, lisible par les 30 invités présents. Sur l'écran géant, la preuve de leur indifférence s'affichait en lettres noires sur fond blanc, datée du 15 avril à 14h30. Moi, Léocadie, photo de moi tenant un gros trousseau de clés en fer forgé devant une porte en chêne massif moi. Grande nouvelle. Je viens de signer l'acte final. Je suis officiellement propriétaire du manoir de Valois en Normandie. 350 mètres carrés habitables à rénover, mon rêve se réalise. Je suis tellement émue. J'aimerais beaucoup que vous veniez voir ça bientôt. Le silence dans la salle était assourdissant. Tout le monde lisait le message. C'était clair. C'était explicite. J'avais partagé la plus grande nouvelle de ma vie. Puis, on a vu les réponses.
Maman, un simple pouce levé, envoyé 4 heures plus tard. Papa, vu, il avait ouvert le message mais n'avait rien répondu. Et le coup de grâce, envoyé par Mélusine 2 minutes après le pouce de ma mère. Mélusine, photo de sa main avec une manucure rose fluo. Mélusine, regardez mes nouveaux ongles. C'est la couleur Sunset Bora Bora. Trop hâte d'être en vacances. Maman, tu peux me virer 50 €? J'ai oublié ma carte. Et juste après, maman, magnifique ma chérie. C'est fait pour le virement. Bisous. J'ai regardé mes parents. Ils fixaient l'écran, la bouche entr'ouverte. La honte commençait enfin à teinter leurs joues, non pas parce qu'ils regrettaient, mais parce que leur négligence était exposée publiquement. Vous voyez, dis-je, ma voix résonnant dans le silence. Je vous l'ai dit. J'ai partagé ma joie. Et vous l'avez écrasée sous une photo d'ongles en acrylique à 50 €. Mais. Ma mère a essayé de balbutier, j'étais occupée ce jour-là. J'ai mis un pouce. C'est une validation. Un pouce, maman? J'ai ri, un rire sans joie. Pour l'achat d'un monument historique? Quand Mélusine a acheté un hamster l'année dernière, tu as écrit un paragraphe entier avec 12 émojis cœur et tu as appelé tout le répertoire pour l'annoncer. Pour l'achat de ma maison, j'ai eu un pouce. Et toi, papa, continuai-je en me tournant vers lui. Tu as vu le message. Pourquoi tu n'as rien dit? Mon père a tripoté sa cravate, mal à l'aise. Je pensais que c'était une blague. Ou que tu parlais d'une maison de poupées. Ou d'un jeu vidéo. Je ne sais pas. Comment pouvais-je imaginer que c'était vrai? Tu ne parles jamais d'argent. Parce que dès que je parle de ma vie, vous changez de sujet pour parler de Mélusine. Ma voix a monté d'un cran. Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez pas que j'ai changé de poste il y a 3 ans. Vous ne savez pas que j'ai été publiée dans une revue économique prestigieuse. Vous ne savez pas que j'ai failli me marier il y a 2 ans et que j'ai rompu parce qu'il ne supportait pas que je gagne plus que lui. Vous ne savez rien. Mélusine s'est levée brusquement. C'est bon, arrête ton drame. Tu as fait exprès. Tu as envoyé ce message à une heure où tu savais qu'on était occupé, juste pour pouvoir nous piéger aujourd'hui. C'est de la manipulation. Non, Mélusine, intervint oncle Lazare, coupant court à son délire. C'est la réalité. Léocadie a construit un empire en silence pendant que vous construisiez des châteaux de sable. Et maintenant que la marée monte, vous êtes surpris d'avoir les pieds mouillés. Mais l'argent, a crié ma mère, revenant à son obsession. D'où vient cet argent? On ne gagne pas ça avec un salaire. J'ai soupiré. C'était le moment d'expliquer l'origine de ma fortune et de souligner à quel point il m'avait sous-estimé. Vous vous souvenez de cette start-up fintech que j'ai rejointe il y a 8 ans? Celle dont papa s'est moqué en disant que c'était un truc de geeks qui allait couler en 6 mois? Mon père a dégluti difficilement. Eh bien, je n'étais pas juste une employée. J'étais l'une des premières salariées. J'ai accepté un salaire bas en échange de stock options. Beaucoup de stock options. J'ai fait une pause pour laisser l'information pénétrer. Il y a 3 ans, la société a été rachetée par une banque américaine. Mes actions, qui ne valaient rien au début, ont été valorisées à 3,8 millions d'euros nets d'impôts. Un murmure de choc a parcouru la salle. Tante Bertie a porté la main à sa poitrine. J'ai investi. J'ai placé. J'ai continué à travailler parce que j'aime mon métier. Et j'ai acheté le manoir avec mes gains. Voilà la vérité. Pendant que vous vous moquiez de mon boulot ennuyeux, je devenais multimillionnaire. L'information a frappé mes parents comme une météorite. Multimillionnaire. Leur fille, la ratée, l'invisible, celle qu'ils cachaient presque aux invités importants, valait plus que toute la famille réunie. Le visage de mon père a traversé une série d'émotions complexes, le choc, l'incrédulité, et puis, très vite, une lueur avide est apparue dans ses yeux. C'était terrifiant à voir. Il ne me regardait plus comme sa fille, mais comme un distributeur automatique de billets ambulants. 3,8 millions. A-t-il murmuré, comme une prière. Il a soudainement souri, un sourire large et faux qui montrait trop dedans. Mais c'est fantastique. Ma fille est un génie. Je l'ai toujours dit, n'est-ce pas Hermine?
J'ai toujours dit qu'elle avait le sens des affaires de son père. Baudouin, arrête, a dit tante Bertille, sortant enfin de sa réserve habituelle. Tu as passé les 10 dernières années à dire que Léocadie était trop rigide et sans ambition. Ne réécris pas l'histoire maintenant qu'il y a des zéros sur le chèque. Mais enfin, s'est insurgé mon père. C'est une victoire pour la famille. Léocadie, ma chérie, c'est une nouvelle extraordinaire. Ça change tout. On va pouvoir faire tellement de choses. J'ai vu les engrenages tourner dans sa tête. Il pensait déjà à ses dettes, à sa voiture, aux vacances. Il n'y a pas de honte, papa, dis-je sèchement. C'est mon argent. Mon travail. Mes investissements. Mais nous sommes une famille, s'est exclamée ma mère, retrouvant son rôle de matriarche unificatrice, quand ça l'arrangeait. Et la famille partage. Regarde ta sœur, elle a des rêves, elle a du talent. Avec un petit investissement de ta part, elle pourrait lancer sa marque pour de bon. Imagine, Mélusine Création, financée par le groupe Delacroix. Ce serait magnifique. J'ai regardé Mélusine. Elle ne souriait pas. Elle me fixait avec une haine pure. Pour elle, mon succès n'était pas une opportunité, c'était une insulte personnelle. Je ne veux pas de son argent, a craché Mélusine. Elle va me faire du chantage avec. Elle va vouloir contrôler ma vie. Mais non, ma chérie, a dit ma mère en lui caressant le bras. Ta sœur est généreuse. N'est-ce pas, Léocadie? Tu vas aider ta sœur. Après tout, tu as tellement, et elle a besoin d'un coup de pouce. C'est injuste que tu aies tout et elle rien. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Injuste, répétai-je. Maman, tu as payé ses études dans une école de mode privée à 15 000 l'année, qu'elle a abandonnée au bout de 6 mois. Moi, j'ai travaillé au McDonald's le soir pour payer ma fac de droit public. Tu lui as acheté une Mini Cooper pour ses 18 ans. Moi, j'ai récupéré la vieille Renault Clio rouillée de grand-père. Tu lui paies un loyer de 1 200 € par mois à Paris depuis 10 ans. Moi, je n'ai jamais rien demandé. C'est parce que tu es forte, a crié ma mère, comme si c'était une excuse valable. Tu n'as jamais eu besoin de nous. Mélusine est sensible, elle est fragile, elle a besoin de soutien. C'est le rôle des forts d'aider les faibles. Non, maman. C'est le rôle des parents d'être équitables. Tu n'as pas aidé Mélusine, tu l'as handicapée. Tu en as fait une assistée incapable de gérer la moindre frustration. Et tu m'as puni d'être autonome. Mélusine s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Je ne suis pas une assistée, a-t-elle hurlé, le visage tordu par la rage. J'ai du talent. J'apporte de la beauté dans ce monde. Toi, tu es juste une calculatrice froide. Tu peux avoir tous les millions du monde, tu seras toujours la fille ennuyeuse que personne ne veut inviter. Elle s'est tournée vers mes parents. Dites-lui. Dites-lui qu'elle doit payer pour mon voyage à Saint-Barth. Vous me l'avez promis. Et maintenant que vous êtes fauchés, c'est à elle de payer. C'est la moindre des choses pour tout le mal qu'elle nous fait aujourd'hui. Le masque tombait. Mélusine ne voulait pas seulement l'argent, elle voulait une réparation pour l'humiliation de voir sa sœur réussir. Elle estimait que ma réussite était un vol de ce qui lui était dû par le destin. La demande de Mélusine a flotté dans l'air, obscène et grotesque. Elle exigeait que je finance le voyage de luxe promis par des parents insolvables, au nom d'une réparation morale. Mon père, sentant que la situation lui échappait, a tenté une approche diplomatique désespérée. Allons, calmons-nous. Mélusine est bouleversée. Léocadie, sois raisonnable. Tu as beaucoup de liquidités. Ce voyage, c'est une goutte d'eau pour toi. 20 000 €, ce n'est rien sur 3 millions. Fais un geste. Pour la paix des familles. Pour l'anniversaire de ta grand-mère. Il essayait de me faire culpabiliser. C'était son arme favorite. Ce n'est pas une question de montant, papa, répondis-je. C'est une question de principe. Je ne financerai pas les caprices d'une adulte de 31 ans qui m'insulte. Tu es égoïste, a crié Mélusine. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu veux me voir malheureuse. Je ne suis pas jalouse, Mélusine. J'ai pitié de toi, dis-je calmement.
Cette phrase l'a frappée plus fort qu'une gifle. Elle a reculé, choquée. Pitié? Oui. Parce que tu as 31 ans et tu es incapable de survivre une semaine sans la carte bleue de papa. Parce que tu crois que l'amour s'achète avec des sacs à main. Parce que tu es vide. Et maintenant que le robinet est coupé, tu es terrifié. Ma mère s'est interposée, protégeant sa précieuse enfant. Ne lui parle pas comme ça. Tu es monstrueuse. L'argent t'a pourri. L'argent m'a libérée, maman, rectifiez-je. Il m'a donné le pouvoir de dire non. Et c'est ce que je fais. Non. Pas un centime. Ni pour le voyage, ni pour la marque de maillot de bain, ni pour éponger vos dettes. C'est là que j'ai vu la peur, la vraie peur, s'installer dans les yeux de mon père. Il a réalisé que je n'allais pas être leur plan de sauvetage. Léo Caddy. A-t-il commencé, sa voix tremblant légèrement. Tu ne comprends pas. La situation est compliquée. Nous avons des échéances. Si nous ne payons pas certaines choses, nous risquons de perdre la maison de Paris. Je sais, dis-je. J'ai entendu ton appel à la banque tout à l'heure. Paiement refusé. Vous êtes ruiné, n'est-ce pas? À force de vouloir jouer aux riches pour épater la galerie et gâter Mélusine, vous avez tout flambé. C'est temporaire, a menti mon père. C'est juste un problème de trésorerie. Non, Baudouin, ce n'est pas temporaire, intervint oncle Lazare. J'ai vu tes comptes aussi. Tu es surendetté à 150%. Tu es fini. Mélusine a regardé son père, horrifié. Papa? C'est vrai? On n'a plus d'argent? Mais, et Saint-Barth? Tais-toi avec ton Saint-Barth, a hurlé mon père, perdant enfin son calme. Tu ne vois pas qu'on est en train de couler? Pour la première fois de sa vie, Baudouin criait sur sa fille chérie. Le stress financier avait enfin brisé la digue de l'adoration aveugle. Mélusine a éclaté en sanglots, non pas de tristesse, mais de choc. Son onde de princesse s'effondrait. Mais je n'en avais pas fini. J'avais encore une carte à jouer. La carte maîtresse. Celle qui allait prouver à quel point ils étaient prêts à me sacrifier pour se sauver. En parlant de dette et de banque, papa, dis-je en plongeant la main dans mon sac à main. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Quelque chose de très grave. J'ai sorti une lettre à en-tête de la BNP Paribas. J'ai reçu un appel intéressant hier matin du service des fraudes. Mon père a blanchi. Il savait exactement de quoi je parlais. J'ai posé la lettre sur la table, lissant le papier du plat de la main. Il semblerait, papa, que tu aies essayé de contracter un prêt hypothécaire de 150 000 € la semaine dernière. Un prêt relais pour financer des travaux, c'est ce que tu as dit. Mon père ne disait rien. Il fixait la nappe, une goutte de sueur perlant sur sa tempe. Le problème, c'est que la banque demandait un garant solidaire. Quelqu'un avec des revenus solides et un patrimoine. Et devinez quel nom est apparu sur le formulaire? J'ai regardé ma mère, puis ma sœur. Mon nom. Léo Caddy de la Croix. Un hoquet de surprise a parcouru l'assemblée. Tante Bertie a mis sa main devant sa bouche. Baudouin, tu n'as pas fait ça. Tu as imité ma signature, papa, dis-je, ma voix froide comme de l'acier. Tu as utilisé une vieille copie de ma carte d'identité que tu avais gardée. Tu as essayé de m'engager, à mon insu, pour couvrir tes dettes. Si je n'avais pas été une ancienne employée du secteur bancaire avec des alertes sur mon dossier, ça aurait pu passer. Je me serais retrouvée responsable de ta dette quand tu aurais inévitablement fait défaut. Je voulais juste gagner du temps, a balbutié mon père, sa voix brisée. Je comptais te le dire. Je savais que tu avais de l'argent, je me disais que tu ne refuserais pas d'aider ton père. C'était pour sauver la maison. C'est un faux en écriture et une usurpation d'identité, a tranché oncle Lazare. C'est du pénal, Baudouin. Léo Caddy pourrait t'envoyer en prison pour ça. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, le visage dans les mains. Oh mon Dieu! Rassurez-vous, dis-je. Je n'ai pas porté plainte à la police. Pas encore. Mais j'ai signalé la fraude à la banque. Le prêt est annulé. Et tu es fiché, papa. Tu ne pourras plus emprunter un centime nulle part.
C'était le coup de grâce. Le château de cartes s'était effondré. Plus de crédit, plus de mensonges, plus de voyages à Saint-Barth, plus de fausses richesses. Ils étaient nus devant tout le monde. Mélusine a regardé son père avec dégoût. Tu as essayé de voler Léocadie? Tu es pathétique. Tu m'avais promis que tout était réglé. Maintenant je vais passer pour quoi sur Instagram? J'ai déjà annoncé mon départ. C'est tout ce qui t'importe, a demandé Lazare, incrédule. Ton père a commis un crime et toi tu penses à tes followers? Mélusine s'est levée, a attrapé son sac à main. J'en ai marre de cette famille de losers. Je me casse. Elle est partie en courant, ses talons claquant sur le parquet, sans un regard pour ses parents dévastés. Il ne restait que Baudouin et Hermine, recroquevillés sur leurs chaises, sous les regards lourds de jugement de toute la famille élargie. Ils avaient tout perdu, leur argent, leur réputation et leur fille parfaite. Et moi? J'étais toujours là. Intacte. Puissante. L'atmosphère dans la salle avait radicalement changé. Ce n'était plus une fête, c'était une veillée funèbre pour l'ego de mes parents. Les cousins chuchotaient, les oncles secouaient la tête. Le masque de famille parfaite était brisé en 1000 morceaux. Ma mère a relevé la tête. Son maquillage avait coulé. Pour la première fois, elle avait l'air de son âge. Vieille, fatiguée et désespérée. Elle a regardé autour d'elle, a vu qu'elle n'avait plus aucun soutien, et son instinct de survie a pris le dessus. Elle s'est tournée vers moi, et son visage a changé. Elle a essayé de composer un sourire tremblant et grotesque. Léocadie, ma fille. A-t-elle commencé, d'une voix doucereuse qui m'a donné la nausée. Elle a tendu la main vers moi sur la table. Nous avons fait des erreurs. C'est vrai. Nous avons été maladroits. Mais nous sommes tes parents. Nous t'aimons. J'ai reculé ma main pour qu'elle ne puisse pas me toucher. Ne fais pas ça, maman. Pas maintenant. Mais si, a-t-elle insisté, les larmes aux yeux, des larmes de crocodile, je le savais. Tu as réussi. Nous sommes tellement fiers de toi. Ce manoir, ça a l'air magnifique. Tu sais, papa et moi, nous allons bientôt être à la retraite. Et avec cette histoire de maison à Paris qui risque d'être saisie. Elle a marqué une pause, attendant que je connecte les points. Peut-être que, nous pourrions venir t'aider, a-t-elle suggéré. Nous pourrions vivre dans la maison de gardien? Papa pourrait s'occuper du jardin, il adore les roses. Et moi, je pourrais t'aider à décorer, à recevoir. Nous serions une vraie famille, réunie dans ton beau domaine. J'ai regardé oncle Lazare. Il a haussé un sourcil, attendant ma réaction. C'était incroyable. 5 minutes après m'avoir traité de criminel, après que mon père ait essayé de me voler, il proposait de s'incruster chez moi pour vivre à mes crochets. Ils voulaient transformer mon sanctuaire en leur nouvelle colonie. Ils voulaient apporter leur toxicité dans mon havre de paix. Je me suis levée lentement. J'ai lissé mon tailleur. Maman, papa, écoutez-moi bien, dis-je, ma voix résonnant clairement. Dans mon manoir, je cultive des roses anciennes. Ce sont des fleurs délicates qui demandent beaucoup de soins et un environnement sain. Je ne laisse pas pousser les mauvaises herbes. Et je ne laisse certainement pas entrer les parasites. Le visage de ma mère s'est figé. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Vous n'aurez pas la clé. Vous n'aurez pas l'adresse exacte. Et vous n'aurez pas un centime. Tu nous abandonnes, a pleurniché mon père. Tu vas laisser tes parents à la rue? Je vous laisse face aux conséquences de vos actes. Vous avez passé 30 ans à investir sur Mélusine. C'est votre retour sur investissement. Demandez-lui de vous héberger. J'ai pris mon sac à main. J'ai fait un signe de tête à tante Bertie et à ma grand-mère, qui me regardaient avec une nouvelle lueur de respect dans les yeux. Bon anniversaire, grand-mère. Désolée pour le spectacle. Puis je me suis tournée vers oncle Lazare. Merci, Lazare. Pour tout. Il m'a fait un clin d'œil. Va, petite. Profite de ta liberté. Je suis sortie du château sans me retourner. L'air extérieur m'a semblé plus frais, plus pur. L'orage avait éclaté pendant le dîner et la pluie avait lavé la poussière, laissant une odeur de terre mouillée et de renouveau.
J'ai marché jusqu'à ma Volvo. J'ai jeté les caisses de vin que je n'avais pas offertes dans le coffre. Je n'allais pas gaspiller du bon vin pour eux. En démarrant le moteur, j'ai vu par le rétroviseur Mélusine assise sur les marches du perron, sous la pluie, son chapeau hors de prix trempé et affaissé, pleurant sur son téléphone. Probablement en train d'inventer une histoire de victime pour ses abonnés. Pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni jalousie, ni même pitié. Juste de l'indifférence. Elle était devenue un étranger. J'ai conduit pendant 2 heures, quittant la vallée de la Loire pour remonter vers la Normandie. La route était calme. J'ai mis de la musique classique, fort. Quand je suis arrivé devant les grilles en fer forgé de mon manoir, la nuit était tombée. Les lumières automatiques se sont allumées, illuminant la façade de pierre blanche. C'était beau. C'était solide. C'était à moi. J'ai garé la voiture. Je suis entré. L'odeur de la cire d'abeille et du feu de bois m'a accueilli. J'ai ôté mes chaussures à talons, sentant le parquet de chêne massif sous mes pieds nus. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Léocadie, sois raisonnable. On peut renégocier. Mélusine est en dépression. On a besoin de toi. Ne sois pas cruel. Rappelle-nous. J'ai regardé le message. J'ai pensé à la petite fille que j'avais été, celle qui attendait désespérément un regard, un bravo, un peu d'amour. Cette petite fille n'existait plus. Elle était morte dans cet escalier le jour où elle s'était cassé la jambe seule. J'ai appuyé sur bloquer le contact. Puis j'ai fait de même pour mon père et Mélusine. J'ai posé le téléphone sur la console de l'entrée. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre de ce vin que j'avais ramené, et je suis sorti sur la terrasse arrière. Devant moi, la roseraie dormait sous le clair de lune. Le silence était absolu. Pas de critique, pas de comparaison, pas de demande d'argent. Juste le vent dans les arbres et la certitude que, demain matin, je me réveillerai chez moi, seul propriétaire de mon destin. J'étais l'enfant invisible. Maintenant, j'étais la châtelaine intouchable. Et la vue depuis le sommet était magnifique. Voilà, c'est mon histoire. Cela fait maintenant 3 semaines que je les ai bloqués. J'ai appris par tante Bertie qu'ils sont en train de vendre leur maison pour payer les dettes et qu'ils vont devoir louer un petit appartement en banlieue. Certains cousins disent que je suis trop dure, que je devrais racheter leur maison pour les aider à garder la face. Selon vous, devrais-je leur tendre la main une dernière fois, ou les laisser apprendre la leçon jusqu'au bout? Dites-le moi dans les commentaires, likez cette vidéo si vous aimez la justice, et abonnez-vous pour ne pas rater la mise à jour si jamais ils osent débarquer devant mes grilles. À bientôt.